Yes, mon frère! Le seul et unique langage que Dieu comprend, c'est le travail. Man, il faut work. Yes, sir. Yes, sir. De l'autre bout, continent africain, d'Angola, de la Côte d'Ivoire, du Rwanda ou du Congo, opprimés du monde entier, ne perdez jamais espoir. Tant que la terre tourne, la route tournera toujours. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Et ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Mais il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Je ne cesse d'appeler mes ancêtres à mon secours. Mais à mes cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Et il me faut compter sur moi-même et sur le travail. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Et ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Mais il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Retournons dans nos couvents pour aller passer, aller corriger notre façon de passer. Retournons dans nos champs pour aller cultiver. Allez nous garantir mon frère de quoi manger. Je ne cesse d'appeler mes ancêtres à mon secours. Mais à mes cris d'angoisse, ils répondent par le silence. Le ciel n'a pas d'oreille, il ne peut rien pour personne. Et il me faut compter sur moi-même et sur le travail. Et un jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Et ce jour nous serons assez forts pour contrer le vent qui court. Le soleil luira enfin pour nous, nous aurons la liberté. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Il faut travailler, il faut travailler. Seul le véritable travail, spirituellement sincère, libère son âme. Il faut travailler, il faut travailler. Si ce que tu gagnes est supérieur à ce que tu produis, tu ne travailles pas, tu vampirises la nature et je te conseille d'arrêter. God bless. Il faut travailler. Azoe polo ule. Azoe polo ule. Azoe polo ule. Azoe polo ule. Men
Menuno sunu kuchemea, chepa un polo tuwe unde. Menuno sunu kuchemea, chepa un polo tuwe unde. Aso eye polo tuwe nyedeme. Aso eye un polo tuwe unde. 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 O menuno sunu kuchemea, chepa un polo eko kweni. Puedo mesia sin daeno, chepa un do tuwe unde. Puedo mesia sin daeno, chepa un do tuwe unde. Aso eye polo tuwe nyedeme. Aso eye un polo tuwe unde. 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 O menuno sunu kuchemea, chepa un do eko kweni. Adolunde undoluide, meto pomenoi. Adolunde undoluide, meto pomenoi. Aso eye polo tuwe nyedeme. Aso eye un polo tuwe unde. 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 O menuno sunu kuchemea, chepa un do eko kweni.
Je sais comment vous appeler. Parce que le nom de l'auteur de la thèse, tel qu'il est écrit sur la couverture, ne correspond pas exactement au nom qui figure sur votre carte d'identité. Je vais donc d'abord, en qualité de président du jury, vous demander de vous présenter. Olu Doji Maolita Djibouti. Dirigé par un certain Olu Cyril. Oui, en fait, c'est mon ancien prénom. C'est mon ancien troisième prénom. Donc je l'ai modifié. Donc mon vrai prénom c'est Doji Maolita Djibouti. Je ne m'appelle plus Cyril. Il est Le plus Cyril. Je vais donner la parole à votre directeur de thèse pour dire au jury si Olu Cyril et Olu Doji Maolita. Je me suis toujours appelé Doji Maolita. Maolita, je vous dis, si c'est une seule et même personne, toute affaire se précise. En tout cas, le nom de famille n'a pas changé. Je vous rends votre carte d'identité. Monsieur Oulou, vous avez avant de vous donner la parole, je présente membre du jury. À ma gauche, M. Gervais Kissezonon, docteur en philosophie, maître de conférence à l'Université de la vie et coordonnateur de la formation philosophie de l'école culturelle pluridisciplinaire. À ma droite, le professeur Roger Mounzoué, sur votre thèse, vous avez dit qu'il était maître de conférence, mais votre directeur de thèse me dit que les choses évoluent depuis que vous avez écrit cela. Il y a professeur primaire de philosophie à l'université de Town. À sa droite, M. Vincent Agnella, docteur en philosophie également, maître de conférence à l'université de Deux membres du jury sont absents, mais ont envoyé la vie. Le professeur Cyril René de l'université de Ouagadougou, ça s'appelle, je crois, l'université
et M. Yao Diafako, professeur, je ne sais pas s'il est toujours moyen, ancien moyen de la faculté de lettres et sciences humaines de l'université de Lomé. Et celui qui vous parle, votre serviteur s'appelle Paulin Moutondi, il est professeur émérite aux universités nationales du Bénin. Émérite, c'est-à-dire professeur titulaire, admis à la retraite et appelé de sa retraite pour continuer ses tâches d'encadrement scientifique et pédagogique jusqu'à ce que mort s'ensuive. Eh bien, nous vous donnons la parole. Nous vous donnons au maximum 20 minutes. Tous les membres du jury, le président du jury, pour accepter d'être présent à ma soutenance. Sans oublier mes parents, et particulièrement mon grand professeur à Tignon qui m'a donné la passion de la philosophie. Et je remercie mon directeur de thèse, bien évidemment. Donc, sans oublier Florence Rollin-Cerceau, qui est maître de conférence au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, avec laquelle je travaille depuis une dizaine d'années sur le sujet. Donc, l'intitulé de ma thèse est donc le suivant, donc pense permis et théorie de la pluralité des mondes, donc état des lieux, enjeux et attentes actuelles. Donc, ma présentation en fait se fera en 4 étapes logiques. Donc la première étape sera celle de quelques définitions et de la problématique. Donc, la deuxième étape serait celle de la mise en lumière des circonstances philosophiques, historiques et scientifiques de ma problématique. C'est donc la phase de la contextualisation. Donc, contexte, après je présenterai quelques éléments qui répondent en fait à ma problématique. Donc c'est la phase du texte. Et dans un quatrième temps, ce sera la phase de l'enjeu, du prétexte, ou des attentes actuelles. Donc dans la première partie, donc, qui est donc celle de la définition, je définirai trois notions. Donc l'exobiologie, qui est la discipline scientifique dans laquelle s'effectuent mes recherches. Donc ensuite, la panspermie et la pluralité des mondes. Donc l'exobiologie, dans le mot exobiologie, il y a trois mots grecs. Il y a le mot exo, donc qui signifie en dehors. Donc en dehors par opposition à endo. Donc en latin, ce mot correspond à extra ou estro. Donc ensuite on a le mot bio qui signifie vie. Donc, et ensuite le mot logos qui signifie étude, science ou parole. Donc littéralement, l'exobiologie c'est la science en fait qui étudie la vie en dehors d'eux, mais en dehors de quoi? De la Terre. Plus clairement, c'est une science interdisciplinaire en fait. C'est une science interdisciplinaire qui étudie en fait les conditions et les processus d'apparition de la vie. Donc son évolution et l'éventuelle distribution de la vie dans l'univers. On a donc ensuite le mot panspermie, donc qui est constitué de deux mots grecs. Le mot pan qui signifie tout et le mot sperma qui signifie en fait germe ou semence au sens large du terme. D'où sperme ou panspermie. La panspermie en fait c'est une théorie explicative de l'origine de la vie en fait sur Terre en fait soutient que l'univers tout entier est rempli de germes. Germes qui auraient ensemencé notre planète. Germes qui auraient ensemencé notre planète. Donc ces germes auraient été apportés sur Terre soit par des météorites ou des comètes. On parle alors de lithopanspermie. Lithopanspermie ou par des radiations solaires. Donc on parle de radiopanspermie. Donc on a enfin la pluralité des mondes. La pluralité des mondes, c'est le fait que les mondes soient plusieurs. C'est la réalité factuelle de la réalité des mondes, de la pluralité des mondes, qu'il ne faut pas confondre avec le pluralisme des mondes, qui est l'idée selon laquelle les mondes sont plusieurs.
Donc c'est la réalité non pas factuelle mais théorique de la pluralité, de la diversité des mondes. Maintenant, quelle est donc la problématique de mes recherches? Comme vous l'auriez compris, elle tourne autour de la bande fermier de la pluralité des mondes. Donc, des semences de vie en réalité sont-elles venues fertiliser notre planète bleue? Sommes-nous les seuls habitants dans l'infini de l'univers en fait? Donc, comment le lien actuel entre la panspermie et la pluralité des mondes en fait s'est-il créé? Et quel est l'intérêt de cette approche quant à la place de l'être humain dans l'univers? Donc, c'est la partie philosophique. Donc. Mais dans quel contexte philosophique, scientifique ou historique se situe cette problématique? Donc elle se situe en fait dans un cadre plus général qui est celui de l'origine de la vie dans l'univers et de la place de l'être humain dans l'univers. Comment la vie est-elle apparue dans l'univers? Sommes-nous les seuls dans cet univers? Donc l'imagination, la logique, la science, au travers des plus grands philosophes, les scientifiques tant de l'Antiquité que de notre temps n'ont cessé de se poser ces questions qui donnent toujours lieu aujourd'hui à des interrogations aussi bien sur le plan philosophique que scientifique. 2 millénaires avant les intellectuels grecs, les philosophes africains de l'ère pharaonique se posaient déjà la question de l'origine de tout ce qui est, la genèse de l'univers, de l'inerte, du vivant. Ils recherchaient le principe premier, ce que leurs disciples grecs appelleront plus tard l'archétype. Donc ils vont développer une cosmologie dont s'inspirera la cosmologie moderne. Ils vont développer une cosmologie dont s'inspirera plus tard la cosmologie moderne. Donc selon ces philosophes africains tels, je peux citer quelques-uns, tel Imhotep qui a vécu en moins 3000, donc Méripat qui a vécu en moins 2800, Pasachetou qui a vécu en moins 2700, Kagemni qui a vécu en moins 2600, Medjem qui a vécu en moins 2500, Méry Karet ou Kéti qui ont vécu en moins 2000, Néferhotep ou Ibou-Ourou, c'est le premier sociologue de l'histoire. C'est le premier sociologue de l'histoire, donc le papyrus de Ibou-Ourou. Donc selon ces philosophes tels ou encore Iyamefou, Ani, donc la vie provient de la matière ou d'une énergie primordiale. Telles que reprendront en fait les présocratiques et la science moderne. D'où en réalité cette fable célèbre de Lavoisier que vous connaissez sûrement. Au commencement il y a l'énergie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc la plus ancienne attestation de cette théorie se trouve dans les textes des pyramides. Donc nous avons les textes qui datent de moins de 2500 avant notre ère. Donc cette énergie primordiale, les philosophes africains de l'Antiquité vont le nommer le Noun. Le Noun, c'est ce qui deviendra plus tard chez Anaxagore le Nous. Donc le Noun, en fait, c'est un avant-univers. Un univers antérieur à celui que nous percevons. Donc il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin, ni créé, ni incréé, donc, ni non créé. Donc il est similaire, en fait, cette énergie est similaire à ce que la cosmologie actuelle appelle l'énergie noire. Et qui aurait préexisté au Big Bang, et dont l'existence a été démontrée par le russe Gamov et le suédois Niels Bohr. Donc, le grand philosophe, un des grands philosophes de l'histoire, Théophile Obenga, donc, en parle dans la philosophie africaine de l'ère pharaonique, de la période pharaonique. Donc ce nous, cette énergie primordiale va donner naissance à une triade cosmique, Atum Reiketri. Atum Reiketri, donc issu de l'énergie primordiale, donc Atum Rei, va engendrer les 4 éléments. Donc Chou, autrement dit le principe de l'air. Tefnout, le principe de l'eau. Anuté, le principe du feu, et Geb, le principe de la terre. Donc, on a donc ce passage de l'énergie invisible à l'énergie visible, du Noun à Atum aux 4 éléments, c'est le passage de l'énergie invisible, de l'énergie noire en réalité à l'énergie visible, de l'énergie corpus, de l'énergie ondulatoire qu'on ne voit pas à l'énergie corpusculaire. Donc on a aussi Khépri qui est le principe scientifique de la transformation des êtres. Donc cette théorie est similaire en réalité à la particule primordiale issue du Big Bang, donc issue de l'énergie noire, et à celle de l'expansion de l'univers. On retrouvera plusieurs siècles après chez les Stoïciens une philosophie qui se rapproche en fait de celle développée par les philosophes africains plusieurs siècles plus tôt. Donc selon les Stoïciens, en réalité, il existe une substance primordiale sans qualité qui se transforme en eau en fait par l'intermédiaire de l'air. Ce qu'ils appellent la réponse spermatique du monde reste dans le liquide.
en fait, dans le liquide primordial afin de pouvoir permettre à la matière d'engendrer les êtres. Au passage, le stoïcisme est d'origine africaine parce que le stoïcisme, c'est Zénon. Donc Zénon est décrit par les philosophes grecs, même de l'aveu même des Grecs, comme un noir. Donc Démétrios, il le décrit comme grand, noir et brun. Donc il est grand et noir. Donc Diogène Laërce en parle dans Vie de Pythagore, il nous décrit justement Zénon comme grand et très noir, et frêle. Donc ce processus, ce sont ces 4 éléments qui vont générer la vie, qui vont engendrer la vie. Ce sont ces 4 éléments qui vont engendrer la vie. Donc autrement dit, les végétaux et les animaux. Les végétaux et les animaux. Ce processus de la création imaginé par les penseurs africains de l'Antiquité se fera de manière logique, cohérente, observationnelle et scientifique. Parce que pourquoi c'est la végétation qui va apparaître en premier. C'est la végétation qui va apparaître en premier. Les philosophes africains ont compris en fait très tôt, avant les Grecs, que les animaux ne peuvent vivre en fait sans les végétaux, puisque ce sont les plantes qui oxygènent les animaux. Ce sont les plantes. La végétation elle-même ne peut prospérer sans eau, sans terre, sans feu et sans air. Sa photosynthèse en dépend. D'où l'existence des 4 éléments primordiaux. Donc, quant à l'être humain qui est lui-même un animal, il a besoin des animaux, des végétaux, puisque les autres animaux participent également à la régénérescence de la nature, d'où la pollinisation par exemple, c'est un exemple. D'où la pollinisation. Donc voilà. Par ailleurs, il faut dire en fait que c'est tous les éléments de l'univers, la création du monde en fait, qui part du Noun jusqu'aux 4 éléments, jusqu'à la naissance de l'être humain, est appelée Pesséchède par les anciens Égyptiens. Autrement dit, les 9 éléments primordiaux créés par Atum. Donc, tous les éléments de l'univers, en fait, sont donc des transformations diverses et variées d'une seule et même énergie, à savoir le Noun. Donc, la diversité des éléments dans l'univers n'implique donc pas la diversité des mondes de nature différentes. Cette diversité renvoyant à une seule et même énergie, donc cette diversité explique en fait l'interdépendance qui règne entre tous les éléments de la création. Donc cette interdépendance et cette harmonie qui règne entre tous les éléments de la création les philosophes africains de l'ère pharaonique vont l'appeler Maat. Maat, ça veut dire harmonie, interdépendance. C'est ce mot que les Grecs traduiront par cosmos. Quant au chaos, il est la traduction du mot africain Ifet. Il est la traduction du mot africain Ifet. Compte tenu de cette interdépendance, il n'y a donc pas de place centrale de l'être humain dans l'univers. L'être humain est un être au même titre que les végétaux, que les animaux et que les minéraux. Et il va falloir respecter la nature. L'homme n'est pas au centre de l'univers. Tous les éléments participent à l'harmonie qui règne dans le cosmos. Les philosophes grecs, qui deviendront plus tard les élèves des maîtres à penser africains, reprendront les idées de ceux-ci. Donc, Thalès, au 7e siècle, dira en fait que le principe premier c'est l'eau, à savoir Tefnut. Donc Anaximandre dira que c'est l'infini, la peiron. Anaximène dira que c'est chou, l'air. Xénophane dira que c'est la terre, Geb. Héraclite dira que c'est le feu. Donc Anouté. Empédocle dira que c'est eau plus feu plus terre plus air. Donc les atomistes, Démocrite ou Leucippe, eux ils diront que c'est la matière et le vide. Donc Den et ou Den. Donc voici quelques témoignages par exemple de l'éducation des Grecs, de l'aveu même des Grecs, de l'éducation des Grecs à l'Afrique. Donc concernant Thalès, Plutarque dans le traité d'Isis et de Viris, il dit c'est pense-t-on pour l'avoir appris des Égyptiens qu'Homère et Thalès posaient l'eau comme le principe premier et l'origine de toute chose. Thalès à ce qu'on prétend et Hippocrate de Chios, le mathématicien, ont fait du commerce. Et Platon vendit de l'huile pour couvrir les frais de voyage en Égypte. Diogène Laërce de dire Thalès n'eut point de maître excepté le fait que lors de son séjour en Égypte, il vécut auprès des prêtres. Platon, dans la République, il dit Thalès, fils d'Exénias de Miné, phénicien selon Hérodote, il porta le premier le nom de sage.
il trouva que l'éclipse du soleil est due à ce que la lune lui fait écran. Il fut le premier grec à découvrir la grande housse, les solstices, la taille et la nature du soleil. L'eau est le principe des éléments. Il reçut en Égypte l'éducation des prêtres. Proclus, dans son commentaire sur le premier livre des éléments de Crite, il dit: de même est chez les Égyptiens que fut inventée la géométrie. Thalès fut le premier grec à rapporter en Égypte, en Grèce, toute philosophie. Thalès fut le premier grec à rapporter d'Égypte cette matière à spéculation. Donc ce n'était pas de l'empirisme en Égypte, c'était de la spéculation et de l'abstraction, de l'aveu même des Grecs. Donc concernant Pythagore, Isocrate, lui, dit Pythagore de Samos venu en Égypte et s'étant fait les disciples des gens de là-bas, fut le premier à rapporter en Grèce toute philosophie. Donc les Grecs ne parlaient jamais de philosophie grecque, ils parlaient de philosophie africaine. D'ailleurs, Sophos, ça vient de mot africain qui est sébaïte, Séba. Donc Théophile Omenga l'a bien démontré dans un ouvrage qui est resté célèbre. Donc Diodore de Sicile lui dit dans Bibliothèque historique, donc Pythagore a appris des Égyptiens sa doctrine sur la parole sacrée, la géométrie, le nom, ainsi que la transmission de l'âme qui passe en toute espèce. Donc Plutarque précise, on dit que Dox fut instruit par Comnéfer. Comnéfer, c'est le noir qui a initié Dox. Solon a été initié par Sangaré et Pythagore par Oumnéfer. Et à Jamblique, dans Vie de Pythagore, de conclure, Pythagore a acquis des Égyptiens sa doctrine. Pythagore a acquis en Égypte sa science, la science pour laquelle on le considère en général comme savant. Donc, les Dravidiens, qui sont les premiers habitants de l'Inde, les Noirs Dravidiens qui sont les premiers habitants de l'Inde d'origine égyptienne et les Soudanaises vont contribuer à répandre le concept des 4 éléments en Asie. Donc, chez les Hébreux, au contact des Noirs cananéens, autrement dit les premiers habitants de la Palestine, d'Israël, du Liban, de la Syrie et de la Jordanie, ils vont infiltrer ces notions dans le judaïsme. Dans l'islam, plus précisément dans la sourate 30, verset 21, on parle de la séparation du ciel et de la terre par l'eau. Dans la droite ligne des textes égyptiens 3000 ans plus tôt qui explique la séparation de Gaël et d'Anité du ciel et de la terre par Chou et Tefnou. Donc c'est dans un tel contexte philosophique, scientifique et historique que naissent les théories de la pluralité des mondes, de la panspermie et de la pluralité des mondes. Le lien entre ces deux théories n'interviendra que plus tard, autrement dit au XIXe siècle. Nous entrons donc dans la phase du texte. C'est le philosophe grec Anaximandre qui va pour la première fois spéculer sur la pluralité des mondes. Donc selon Anaximandre, les cieux infinis en nombre sont des dieux. Donc le principe de l'infini, autrement dit la péronne, est l'origine de toute chose et l'origine de la diversité de ces mondes. On retrouvera plus tard, un siècle plus tard, cette théorie de la pluralité des mondes chez les épicuriens et chez les atomistes qui pensent qu'il y a une diversité de mondes, une pluralité des mondes naissants et périssants, et ceci dans le même ordre. C'est ainsi que Épicure, dans sa lettre à Hérodote, il dit qu'il existe un nombre infini d'atomes dans un vide infini. Chez les savants Dogons, les Dogons, en fait, peuple d'Afrique de l'Ouest d'origine égyptienne, pour les Dogons, pour les astronomes Dogons, il y a pluralité des mondes, infinité des univers à l'infini, bref, une infinité des mondes. Théophile Obenga en parle dans son ouvrage Cheikh Antatiop, Volney et le Sphinx. Quant à la panspermie, qui renferme pourtant l'idée d'une vie répandue partout, elle ne naît pas en fait chez un philosophe, chez les philosophes grecs de la pluralité du monde. Elle naît plutôt chez des philosophes qui défendent l'unicité du cosmos. Un de ces philosophes, le philosophe qui a donné naissance à la panspermie en tant que tel, c'est Anaxagore. Donc Anaxagore croyait déjà en une dispersion du vivant dans l'univers. Il est un partisan de la théorie des spermata, donc qui est au fondement de la théorie de la semence cosmique. Donc selon Théophraste, Anaxagore prétend que l'air enferme air, donc l'air enferme des semences de tout spermata, semences précipitées par la pluie et qui engendrent des plantes. Mais d'où Anaxagore tire-t-il cette théorie de la semence cosmique? Probablement des penseurs africains de l'ère pharaonique dont il a été l'élève. Donc, d'ailleurs, selon ces philosophes, Tefnout, qu'on associait à l'eau, qu'on associait à la rosée, au nuage, et en fait, est le symbole de l'eau et de son pouvoir créateur, la source de vie. Donc l'eau et l'air enferment des semences et des germes en fait de tout.
et des germes d'eau. C'est pour ça, dans le texte de la création héliopolitaine rapporté par l'égyptologue Walid Belch, nous pouvons lire, alors qu'Épris dit, qu'Épris c'est le principe de la transformation des verbes, alors qu'Épris dit, je me suis uni à ma mère et j'ai embrassé mon ombre dans une étreinte d'amour. J'ai versé ma semence dans ma bouche et je l'ai craché sous la forme des météores, des énergies chaudes et techniques. Donc, autrement dit, l'eau et l'air sont complémentaires et indispensables au cycle du renouvellement de la vie. C'est donc en période de gloire de la génération spontanée, parce que à cette époque c'était la génération spontanée qui dominait. C'est donc en période de gloire de la génération spontanée. La génération spontanée présuppose que l'être humain, en fait, que la vie est apparue spontanément sur Terre, en fait, à partir de la matière inanimée. Donc c'est donc en cette période de gloire de la génération spontanée que naît la panspermie. Que naît la panspermie. Donc, c'est donc en cette période que naît la panspermie. Par contre, le lien actuel entre panspermie et pluralité des mondes sera le résultat direct de la chute de la génération spontanée et de la renaissance de la panspermie au XIXe siècle. Parce que Louis Pasteur a apporté une nouvelle véritable preuve que la génération spontanée n'existait pas, nous avons commencé à penser en fait que la vie pouvait provenir, en fait, si la vie n'est pas spontanément née sur Terre, elle pouvait provenir de l'espace. Donc il serait donc logique de penser qu'il pourrait exister une vie plus ancienne que la nôtre quelque part ailleurs dans l'univers. Donc c'est ainsi en fait, il faut rappeler quand même que les observations microscopiques du géoarchéologue Christopher Müller de l'université de Tübingen en Allemagne suggèrent que les Africains vivant à Siboudou dans le KwaZulu-Natal en Afrique du Sud avaient déjà connaissance du fait que les micro-organismes ne peuvent se développer dans un milieu préalablement stérilisé. Donc la fausseté, la démonstration de la fausseté de la génération spontanée ne date donc pas de Louis Pasteur. Les savants, les Africains en avaient conscience 80 000 ans avant notre ère à Siboudou en Afrique du Sud, de l'aveu même des Européens. Donc, compte tenu de la fausseté de la génération spontanée, l'Allemand Helmut Richter, en 1865, va donner un cadre complètement nouveau à l'idée de la pluralité des mondes, en estimant que nous faisons peut-être fausse rouge en recherchant l'origine de la vie sur notre planète. Il émet alors l'hypothèse de la panspermie. Donc, le lien actuel entre panspermie et origine cosmique et pluralité des mondes apparaît alors à travers celle de la génération, à travers celle de la panspermie. Néanmoins, après avoir étudié Mars, Vénus, Titan, Encelade, ce sont les satellites de Saturne, Europe, satellite de Jupiter, ainsi que les exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que notre Soleil. Donc ils sont en dehors du système solaire. Nous n'avons aucune démonstration claire de la pluralité des mondes, ni celle de la panspermie. De plus, une démonstration de la panspermie ne résoudrait pas la question de l'origine de la vie, bien au contraire, elle la repousserait ailleurs. Puisqu'en démontrant que la vie terrestre serait d'origine martienne, il va falloir démontrer l'origine de la vie sur la planète Mars elle-même. Donc, ce que nous pouvons reprocher à certaines théories telles la panspermie, c'est le moyen qu'elle utilise pour expliquer la dissémination de la vie dans l'univers. Des travaux ont démontré, comme ceux de Gerda Hornet, ont démontré en fait que les météorites et les comètes comme moyen de transport sont beaucoup plus fiables et protectrices des germes de la vie que la lumière ou que la pluie, comme chez Anna Gregor. Donc pour finir, c'est donc la phase du texte, le prétexte. Quels sont les enjeux et quelles sont mes attentes actuelles, ou nos attentes actuelles. Donc, compte tenu de l'incertitude dans laquelle la science de la recherche de la vie extraterrestre se trouve quant à la découverte de cette vie, en fait, cette thèse, partant des informations recueillies dans le domaine scientifique, philosophique et historique, n'a su prouver que notre vie terrestre serait tributaire de celle d'autres planètes. Elle a su néanmoins analyser toutes ces incertitudes dans le but de s'interroger à présent sur la place de l'être humain dans l'univers. Donc les théories de la panspermie et de la pluralité des mondes sont au cœur de la recherche de la vie extraterrestre. Elle entraînerait d'énormes conséquences. Puisqu'en déplaçant la place centrale que l'être humain cherche à avoir dans l'univers, elle ne lui reconnaîtrait plus sa toute-puissance. Car je pense en fait qu'il est dangereux que l'être humain puisse se considérer comme le centre de l'univers. Puisqu'en se considérant comme tel, il cherche à dominer la nature.
à dominer et à détruire la nature. La déforestation, les réchauffements climatiques sont autant d'éléments qui montrent que la conception que l'être humain a de lui-même quant à sa place dans l'univers a des conséquences plus ou moins graves sur l'état de la nature qui nous abrite. C'est pour ça qu'elle est donc la solution. La solution, c'est la maths. La maths, c'est la philosophie africaine de l'Antiquité. Donc, c'est le concept africain de l'Antiquité, car l'être humain ne peut pas détruire la nature sans finir par se détruire lui-même, puisqu'il fait partie de cette nature. Puisqu'il fait partie de cette nature, il est donc nécessaire pour toute l'humanité, et particulièrement pour les Africains, de revenir à la philosophie de la maths qui nous enseignait à respecter la nature et tous les éléments qui la composent. C'est une question de survie. Donc, je vous remercie. Merci. Nous allons donner la parole au directeur de thèse, Merci, Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en deux, trois petits points. Le tout premier, pour présenter très rapidement le candidat. Le second, passer quand même à la phase de gratitude. Et puis, le troisième, dire le mot, avant de pouvoir le mettre dans son accompagnement à l'écoute. Monsieur Benji a le petit Paul, né le 10 septembre 1986 à Ris-sur-Rungis en France. Il a une maîtrise de philosophie des sciences à l'université de Picardie-Junior, Amiens, en France. Et il est membre de la Société française d'exo-astrobiologie depuis 2012. Il a été, en tout temps, animateur, enseignant français, grec et latin. Enseignant de philosophie au lycée Notre-Dame, puis chez le lycée Chocolat. Puis maintenant, je crois, enseignant de philosophie au lycée Joachim Bellé. Il a quand même à son actif, je crois, quand même 2 dizaines de publications, pluridisciplinaires, dont on pourrait citer la panspermie, la théorie de la pluralité des mondes d'origine, liens philosophiques et évolution dans l'histoire, la formation des systèmes stellaires planétaires, la panspermie, la vie vient-elle de l'espace, une participation au congrès d'exobiologie des jeunes chercheurs. Qu'est-ce que s'étonner? La philosophie de l'étonnement, dialectique d'une histoire. L'Afrique génétrice des sciences mathématiques, théoriques et appliquées. Alors, entre autres, c'est cela pour montrer qu'il est un peu dans la philosophie des sciences et très passionné pour ce que j'appellerais en gros la question des origines, de façon générale. Ça, c'est pour le candidat. Deuxième élément de mon intervention, c'est, disons, le volet de la gratitude, mes remerciements au professeur, je ne dirais pas au président du jury, mais au professeur Dupont-Moutondji pour avoir accepté de présider le président du jury, mais également
surtout pour dire que c'était aussi, cette implication était l'expression de ma part de cette volonté de lui dire, de lui montrer peut-être, je dirais simplement terre à terre, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait dans le sens de ce qu'il a fait de moi, dans le sens de jusqu'où il m'a conduit aussi. Puisque je suis, peut-être que je ne suis pas pur, mais je suis un des produits du professeur Mutondi. Si je peux exagérer, je dirais je suis un pur produit du professeur Mutondi. Mais je crains de ne pas être modeste en disant pur produit. Mais produit, quand même, je crois. Et je pense que il n'y a rien d'autre à faire que de pouvoir l'expliquer dans cette série, maintenant ce que j'avais pour quand même vous dire, eh bien, qu'est-ce que les fleurs ont promis de sa part, de son point de vue, du point de vue des perspectives qu'il a peut-être placées sur ma modeste petite personne. Mais voilà quand même un exemple qu'il pourra apprécier à la tête de ce jury quelque part. Je crois que c'est sous ce signe surtout que je place cette présente soutenance. Peut-être qu'il y aura d'autres soutenances pour lesquelles je vous ferai appel, mais cette fois-ci, je pense qu'on devrait se situer dans le registre des premières sur le plan de la recherche. Je voulais quand même remercier les autres membres du jury, en commençant par ceux qui sont présents, et notamment par notre collègue ami, professeur Ondoué, qui est venu du Cameroun et de Tchang. Donc, au-delà de Douala, de Yaoundé, quand même, pour participer à cette soutenance et apporter sa pierre à l'édifice. Malgré les conditions actuelles de voyage et surtout ce qu'il a dû traverser avec pratiquement une journée d'attente à Abidjan, en transit. Je voudrais lui dire merci pour cette marque de confiance, merci pour l'amitié, merci pour la collégialité. Le professeur Aïran Vincent, qui est ici avec moi, mais qui a accepté quand même de consacrer son temps d'abord pour être comme le professeur Ondoué Akapo Ikone, instructeur, puis après, membre du jury. Malgré, je dirais quand même, ses préoccupations, je voudrais lui dire merci. Merci à mon nom et merci au nom du candidat et surtout pour les observations qu'il a eu à faire, qui ont été adressées au candidat et le candidat qui a pris en compte ces observations-là. Je crois que conformément à notre tradition, ce ne sera pas vous dire merci, de remercier tous ces collègues parce que, après tout, en voyageant, on a pris des risques et j'ai su qu'il y a un membre du jury qui a été pris par une crise de sciatique, donc, quand le veuille ou non, il y a des risques dans notre métier. Je voudrais, au nom du jury, lui souhaiter votre guérison, puisque malgré tout, il a pu envoyer quand même son avion psychiquement parce qu'il avait dit qu'il ne serait pas physiquement présent. Une fois de plus, je voudrais dire infiniment merci et espérer que l'accompagnement du professeur Mutondi nous permet d'aller plus l'avant. On a avec nous ces réflexions, même si c'est de quelques minutes, devrait toujours nous apporter, je crois, la lumière que nous avons toujours attendu de lui et qu'inspire et qu'expire sa personne.
troisième élément, c'est par rapport à la thèse. Je crois que vous avez vu là un gros effort, je dirais, d'endurance d'abord. D'endurance parce que c'est quand même une thèse commencée il y a quelques nombreuses années déjà. La thèse réellement commencée, je pense que ça fait une bonne dizaine d'années. C'est d'abord celle qu'il a citée, Mme Serceau, qui dirigeait la thèse en France, que j'ai eu donc à reprendre ici. Et il fallait reprendre dans les conditions réglementaires fixées par le CAMES. Sinon, peut-être que, bon, on aurait pu commencer plus tôt, mais on a dû faire les choses pour rester dans les règles de l'art. Endurance aussi parce qu'il fallait également dépenser, il fallait s'inscrire. S'inscrire, c'est une question de sous. Il fallait donc honorer également satisfaire à ces exigences-là pour qu'ils puissent être vraiment du lot. Et M. Roux a, je crois, fait un gros effort avec l'aide, je crois, de Tchabar, de son grand frère aussi, de ses amis, un certain nombre d'amis, collègues qui ont cherché à accompagner le processus. J'ai échangé à un moment donné avec Mme Serceau aussi pour en savoir un peu plus et puis avoir les appréciations. Je crois qu'il y a une seule chose, c'est la passion pour ce domaine de recherche qui est ce qu'on peut retenir fondamentalement le terrain du travail. Alors, je ne sais pas à quel point la question passionne les uns et les autres, mais moi, j'ai été, disons, intéressé à la question simplement parce que la question des origines fait partie des domaines où j'ai eu mes premières meilleures notes en philosophie. Dans le cadre de mon parcours universitaire en tant qu'étudiant. Et donc j'ai été marqué un peu parce que je savais peut-être que j'étais toujours étudiant. Je ne savais pas toujours très exactement ce que je faisais sans grande maturité et autres, mais j'ai constaté que les productions avaient plu au professeur et j'avais été un peu passionné par ce domaine-là avant de continuer après la philosophie des sciences. Mais j'avoue, c'est pas. Lorsqu'on entre dedans, comme il a fait, on n'est plus dans le domaine de l'épistémo ou des sciences fondamentales, on entre dans un autre domaine parce que c'est une problématique qui s'est développée d'un point de vue disciplinaire maintenant et de façon transversale. Peut-être pas totalement transversale, mais quand même pluridisciplinaire, tout au moins. Alors, je pense qu'il y a eu dans ce travail beaucoup plus d'interrogations, de pistes, de réflexions que de solutions réellement apportées. Il y a la traduction de préoccupations, mais il n'y a pas de réponse fixe apportée en réalité. Je le dis pour qu'on sache que ce n'est pas ce qui est attendu, ou du moins ce que j'attendais du candidat, c'était bien dans ce sens-là, non pas pour qu'on ait des réponses en tant que telles, mais que l'interrogation philosophique transparaisse à travers ces préoccupations et ces recherches-là. Sur ce point-là, je crois qu'il m'a satisfait. C'est pour ça que j'ai estimé qu'on pouvait commencer à instruire sa thèse. C'est ce qui a été fait avec l'accord des instructeurs et leurs observations. Il a essayé d'intégrer. Bon, il y a encore des erreurs, il y a même dans le résumé des fautes que l'on peut retrouver, mais je pense que je vais rester dans mon rôle d'accompagnateur pour suivre les observations du jury à cette phase probatoire qui est une phase décisive pour
une certaine reconnaissance de ses efforts, reconnaissance ou non, mais enfin, dans l'espoir, reconnaissance de ses efforts de chercheurs dans le domaine. Voilà, à peu près, Monsieur le Président du jury, ce que je peux dire, juste introduire, monter un petit peu le décor en me mettant résolument à l'écoute du jury et du président, disons, je dirais sous l'égide du président. Merci infiniment. Merci infiniment. Je suis très flatté d'entendre dire que j'ai été un de vos professeurs. Vous avez eu à subir ce qu'il y avait de plus désagréable dans mes enseignements. Ah, j'ai pas dit ça, professeur. Non, pas dit ça. Vous ne l'avez pas dit. Je vous remercie. Nous allons maintenant donner la parole au professeur Roger Mondoué, qui a déjà lu et retenu, analysé la thèse, puisqu'il en a été l'un des pré-rapporteurs. Il va nous dire maintenant ce qu'il en pense. Merci beaucoup, professeur, monsieur le président du jury. Si vous permettez, vu votre statut, tout le respect que je vous dois, je voudrais me permettre de procéder d'entre nous, parce que ce serait comme pour moi un crime de l'aise maître, grand maître, que de rester assis pendant que vous êtes assis. Si vous permettez. Merci beaucoup. Comme vous voulez. Merci beaucoup. Parce que lorsque j'étais jeune philosophe inscrit en première année en 1989 à l'université de Yaoundé, l'un des tout premiers cours que nous avions portait sur la pensée africaine. Et nous avions donc votre ouvrage sur la philosophie africaine comme un texte de base pour les travaux dirigés. Et on se demandait si un jour on pourrait rencontrer le grand maître Ntonji, et de là penser même, à rêver, s'asseoir à côté de lui ou procéder à un examen comme celui-ci. Je dis c'est un rêve d'enfance devenu réalité. Je voudrais savoir gré aux collègues et amis professeurs de ces gens de m'avoir associé à ce jury et d'avoir fait surtout la surprise d'y associer ce pantomime de la philosophie, n'est-ce pas, du monde. Ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement au Bénin, mais c'est dans le monde entier. Merci beaucoup de m'avoir fait cette belle surprise. Professeur, il me plaît également de rappeler que si je suis ici, c'est que le lien avec Abomey Calavi a été justement créé grâce à votre entre-gens, grâce à votre magnanimité. Parce que justement, lors d'un voyage du professeur Wam ici, je lui avais fait l'amitié de vous remettre mon modeste ouvrage sur le rapport Wittgenstein et Popper. Et vous m'aviez donc fait un mot très gentil que je garde encore dans ma bibliothèque d'amusement. Et donc, je me suis dit, mais j'ai un étudiant à Tchang qui fait partie des meilleurs de sa promotion, mais qui, malheureusement, parce qu'il a embrassé une carrière administrative, qu'il a amené un peu à voyager à travers le monde, est revenu, a terminé sa thèse, mais ne peut pas la déposer parce qu'on lui dit qu'il est désinscrit. Nous avons vécu cela comme une véritable déchirure. Et lorsque j'ai demandé au professeur Wam ce qu'on pourrait faire, il m'a dit, le professeur Ntonji va prendre ça en charge et vous avez pris ce problème à bras le corps et m'avait permis donc de rencontrer cet autre frère et aider
professeur Kizé. Je voudrais vous en remercier très sincèrement. C'est grâce à vous que je suis ici, pas vraiment grâce à Dieu aussi. Alors, moi je suis chaud. Moi je suis chaud. Déjà, mes remerciements vont donc à l'endroit du professeur Kizé pour les échanges que nous avons eus. Les échanges, n'est-ce pas, très très cordiaux, très fraternels, très panafricains. Parce que j'ai senti en lui seulement l'esprit panafricain. Et pendant que nous échangeons, j'étais encore à Douala, où j'officiais comme directeur régional à l'Institut panafricain pour le développement, Afrique centrale. Et il y a quelques jours, j'ai encore repris la fin de mon engagement, donc je suis rentré à Djang. Et donc, merci pour cette syntonie, professeur. Parce que là, je sens que nous sommes dans la même perspective de pensée et que nous suivons les pas tracés par les sillons tracés par nos grands maîtres. Donc, ici est présent le professeur Pontoji. Je voudrais remercier également le collègue Ayena. Bon, c'est un nom qu'on trouve au Cameroun. Pas que j'ai entendu également qu'on parlait fonds ici. Bon, les fonds, c'est un peuple et une langue au Cameroun. C'est pas le fond. Oui, non, fonds. Là, les fonds, Cameroun, dans le sud du Cameroun. Moi, je vais essayer de faire des linguistes pour essayer de nous creuser cela, parce qu'il n'est pas exclu que ce soit le même peuple. Donc, merci, chers collègues. Merci aux autorités de l'université, pour toute la sympathie de M. le recteur, tout à fait tout à l'heure, en nous accueillant dans son université avec beaucoup de passion également et de patience. Alors, cela dit, je voudrais signaler que je ne suis pas nouveau à Cotonou. C'est la deuxième fois que j'arrive au Bénin. La première fois, c'était il y a 10 ans, à l'occasion justement du cinquantenaire des indépendances africaines, où le chef d'État Boni Yahya à l'époque avait donc organisé tout un symposium international qui avait regroupé une dizaine de chefs d'État ici. Et nous avions été sélectionnés à travers l'Afrique. Nous sommes venus, on a passé une semaine de réflexion par le congrès, et je crois que j'étais reparti d'ici avec beaucoup de souvenirs merveilleux. D'ailleurs, j'avais fait un tour à l'époque ici à l'université d'Abomey Calavi. Non, Abomey Calavi, j'avais souligné. C'est comme ça qu'on prononce Abomey Calavi. Et donc, j'étais très heureux d'être passé et je suis heureux d'être revenu également pour procéder cette fois-ci comme collègue. Alors, bon, pourquoi tenir en 3 points? Revenant maintenant à vous, parce que nous sommes ici pour célébrer, pas pour célébrer le magistère. Alors, je vais insister d'abord sur mon rapport d'expertise. Ensuite, je vais faire quelques observations. Et enfin, je vais échanger avec vous. Je souhaite qu'on ait un échange interactif pour éviter que vous soyez ou vous oubliez certaines questions. Donc, on aura échangé de façon active. Donc, je commence par le premier point de mon échange avec vous. Pas l'échange déjà, mais de mon propos, qui est l'expertise. Alors, il m'a plu d'avoir à expertiser votre thèse en vue de l'obtention du doctorat. Je suis dans la spécialité épistémologie. Et je dois dire que j'ai été très honnêtement renseigné par votre capacité à manipuler un ensemble de domaines de sciences qui est non seulement le domaine ancien, mais également nouveau. Je dois dire que vous m'avez amené à lire beaucoup, pas seulement du livre, mais également les penseurs qui tournent autour de la question de la pluralité des mondes, la question de la pensée permis relativement à notre lien avec le monde. Hier, quand j'étais en transit à Abidjan, il y avait toute une émission ouverte à Hubert Reeves. Hubert Reeves qui est l'un des grands maîtres de la discipline, et justement, qui portait sur son nouvel ouvrage, qui questionne la place de l'homme dans l'univers par rapport à sa destinée. Et donc je me suis dit, ah, la thèse a commencé. La thèse a commencé à Abidjan. Et donc je vous félicite justement pour avoir choisi de travailler sur une question qui nous concerne au premier chef. Alors, donc j'ai mis la route favorable à votre travail avec des remarques, justement, la version finale qui
qui m'est parvenu me satisfait assez. C'est pourquoi je ne veux pas rentrer dans les méandres de ce qui manque là. Bon, il y a des fautes ici, il y a quelques plans de biographie et tout. J'avais signalé cela suffisamment et vous avez tenu compte de ces remarques-là pour la plupart. Donc je suis satisfait à ce niveau-là. Cela m'amène donc au second moment de mon intervention qui concerne les observations. Et je vais en faire ici 4. La première va porter sur la thématique qui est la vôtre. La seconde sur la méthode que vous avez déployée pour résoudre le problème que vous avez posé. La troisième observation portera sur la problématique justement qui est la vôtre. Et naturellement une question pourra arriver dans cette observation-là. Et la dernière portera sur les résultats auxquels vous êtes parvenus. Il y aura certainement aussi une question à ce niveau-là. Et puis enfin, on pourra échanger donc activement sur quelques 2-3 questions. Alors, s'agissant donc de la thématique, je l'ai trouvé assez original. Je dois confesser ici, professeur il n'y a pas très longtemps, avec les amis, nous avons combien d'ouvrages collectifs. Pas sur la question, mais c'est avec des littéraires, des scientifiques, des poètes, et ainsi de suite, sur le titre suivant, les astres dans la littérature postcoloniale. Vous avez vu cet ouvrage-là? Chez l'Harmattan. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai un article sur les Dogons. Je me demande si c'est de la préscience, de l'anti-science, ou plutôt de la nouvelle science. Donc, là, si vous avez lu, tant mieux, parce que l'on va revenir là-dessus tout à l'heure. Bien dans filigrane. Alors, dans la thématique que vous avez abordée m'a semblé assez originale. Parce que, généralement, en philosophie, nous mobilisons des auteurs. Ce n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes des auteurs. Nous sommes appelés à être des auteurs. Mais, très peu de temps, on se focalise sur des concepts ou alors des idées qui mobilisent l'attention des scientifiques eux-mêmes. Donc, en tant qu'étudiant en philosophie, doctorant, vous avez engagé une recherche, pour moi assez risquée peut-être, sur une thématique proprement scientifique. Parce que cette thèse peut se soutenir également en faculté de sciences, chez les géologues. Voilà, donc cette thèse peut se soutenir là-bas. Et donc, j'ai été assez curieux de me rendre compte qu'un étudiant de philosophie ait choisi de se pencher sur des thématiques qu'on pourrait dire exclusivement scientifiques, comme scientifiques. Et là, c'est à votre crédit. Alors, en plus de la thématique, là c'est le second point de mon observation, la méthodologie que vous avez déployée m'a semblé assez originale. Je dois dire que nous devons, sans doute, à partir de notre thèse, réapprendre la philosophie. Comment? En allant, n'est-ce pas, à l'intérieur des disciplines. Très souvent, les philosophes que nous sommes, nous venons de disciplines qui sont des disciplines littéraires. Et donc, on a souvent beaucoup de peine à accéder aux mathématiques, accéder à la biologie, et qui plus est à l'astrologie ou à l'exo, je ne pense pas, astrologie, exo, la panspermie, tout cela. Donc, vous avez fait l'effort de mobiliser la communauté scientifique la plus experte sur la question. Ça m'a intéressé. C'est-à-dire que nous apprenons à philosopher en allant aussi sur le terrain. Parce qu'on pensait qu'il suffisait d'ouvrir les ouvrages, n'est-ce pas, un livre, d'avoir ses propres analyses, ses instruments, et de broder une idée, broder un concept. Mais vous avez montré, n'est-ce pas, vous avez fait montre, c'est pas c'est une œuvre de pionnier, parce que j'avais bien voulu demander pour ceux qui s'étonnent, si c'est méthodologie, je demande adoptée ici à l'UAC, ou alors c'est propre candidat. Et là, je me rends compte que nous sommes en face de ce qu'on peut appeler une philosophie expérimentale. Le philosophe va sur le terrain pour récolter les informations et les discuter.
J'ai également aimé ici, dans mon travail, le dialogue que vous avez engagé avec les experts, les meilleurs en la matière. Vous avez été au laboratoire, un laboratoire d'astronomie, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu cela dans le travail. Il y a des images, vous avez fait des efforts de caricaturer, ou alors de faire des dessins et tout. Ça, c'est assez nouveau en philosophie. Très souvent, nous nous disons, on peut faire des schémas, des concepts, on peut faire des tableaux, mais les images, les dessins, très peu. Donc, c'est bien d'avoir pensé. Alors, donc vous êtes on pourrait dire, un épistémologue internaliste, ce qui est assez rare. Généralement, les gens se positionnent de l'extérieur, moi-même par exemple, je me positionne de l'extérieur pour lire les sciences, des problèmes scientifiques, ou alors les concepts scientifiques développés à partir de ma vision de philosophe littéraire. Mais là, vous faites vraiment œuvre d'internalyste, ce qui est intéressant, dans la posture bachelardienne. Alors, parlons maintenant du troisième point, de mon observation, c'est la problématique. Mon observation ici n'est pas très positive concernant, parce que vous mobilisez une kyrielle de questions. Alors, à la fin, on se demande, mais quel est donc son problème? Quel est le problème que vous voulez exactement examiner dans ce travail? Puisque on dit la philosophie, n'est-ce pas, est problème, ou alors elle naît d'une situation trouble. Alors quelle est la situation qui vous trouble et qui vous amène donc à poser un problème et donc à proposer des pistes telles que vous le faites? Des pistes, c'est intéressant, mais maintenant, quelle est la problématique? Vous avez donné par vous-même une série de questions. Moi, dans mon expertise, j'ai toujours une problématique. Moi, je l'ai déjà. Mais je veux savoir si vous avez des ressources, après avoir fait ce travail, pour nous dire voici ce qui était mon problème. Il faut nous dire quel était votre problème ici. Pas vos problèmes, votre problème. Voilà. Le problème central. Alors, quatrième observation, c'est vos résultats. Puisque la problématique est problématique, puisqu'il y a un problème, donc les résultats aussi vont faire problème si vous ne tenez pas bien le problème de départ, qui est épicentral. Donc, les résultats, ça va dans tous les sens, apparemment. La preuve, c'est qu'à la conclusion, quand vous avez conclu, pour ouvrir le débat avec les commentaires des experts, vous commentez à ces commentaires-là. Et vous tirez votre conclusion sur ces commentaires. Je me suis demandé, mais où se trouve finalement la conclusion de ce travail? Bon, peut-être que vous pouvez éclairer ma lanterne. Je ne suis pas internaliste, moi je suis externaliste. Vous voyez bien ma position. Là, c'est pour l'observation. Maintenant, il me plaît d'embrayer avec les questions. Première question, je partirai de mon expérience personnelle. Lorsque j'étais en terminale, mon rêve c'était de devenir astrophysicien. Là, ça va commencer en première année à sixième, parce que le premier chapitre de géographie c'était la Terre dans l'univers. La Terre dans l'univers. Donc, ça suscitait en nous une série de questionnements. Mais qui sommes-nous? Où allons-nous? Où s'arrête le monde? Le monde se limite au monde. Y a-t-il des mondes? D'où vient le monde? Parce que la réponse chrétienne soulève encore des questionnements. Les jeunes, nous avons la maison souvent devant nous. Qui est Dieu? Qui a donné naissance à Dieu? Ça nous pose 3, 4 ans, 5 ans. Quand vous êtes vigilant à la maison, ces enfants vous questionnent. Moi, je fais aussi le naïf. D'où vous vient cette angoisse-là? D'où vous vient cette angoisse? Est-ce que la grandeur de l'infini vous effraie?
Deuxième question, elle est relative à une ablation à votre travail. Votre présentation liminaire montre que vous avez pris conscience de ce manquement-là. Mais dans le travail, ça n'apparaît nulle part. La question de la cosmogonie chez les Dogons, qui sont quand même pas très loin d'ici. Peut-être qu'il y en a même ici, venez, c'est pas Dogon. Et il y a des écrits là-dessus. Bon, les pharaoniques, c'est bien. Mais là, les Dogons, il y a toute théorie des mondes chez les Dogons que vous auriez pu mobiliser. Et ça pose la question de l'appropriation. L'appropriation. Vous contextualisez, mais sans approprier. Ensuite, de nos propres réflexions sur les questions post-cosmogoniques. Au travail, c'est pas une foule qui tient pas allusion. Même comme votre présentation liminaire a voulu combler ce manque. Comment vous expliquez ça? Parce que moi, je semble voir chez vous, je semble comprendre. Et vous allez rectifier hein, si c'est une erreur ou une mauvaise compréhension. Lorsqu'on vous lit, il y a la prégnance du jeu. Oui. Bon, regardons-nous. On se demande, est-ce que c'est vrai, il philosophe par lui-même, d'accord, on a donné philosophe par soi-même. Mais est-ce qu'à un moment donné, ce défaut de distanciation nécessaire aux chercheurs ne vous amène pas à tomber dans une certaine subjectivité qui fait que vous croyez être en train d'innover alors que vous enfoncez une porte qui semble être largement ouverte? S'agissant justement de cette question qui est assez remuée à M. Dogon. Ouais. Alors, dernière question. À quel courant épistémologique pourrait-on vous reconnaître? Vous êtes épistémologue, n'est-ce pas? À quel courant épistémologique? Créationniste? Finaliste? Évolutionniste? Une bonne piste, hein, pour toucher. Voilà. Voilà trois questions majeures qui me semblent importantes de poser pour engager dans le débat. Je peux rebondir pour moi. Même monsieur le président du jury, je voudrais pour l'instant m'arrêter là en rappelant encore que tel que je l'ai dit dans mon expertise, il s'agit d'un travail original, traité de façon internaliste, ce qui est très rare en philosophie, et également un travail dont les résultats méritent débat. Je vous remercie.